délégation du Fonds monétaire international séjourne actuellement à Abidjan. Elle a été reçue par le président Alassane Ouattara. La délégation est venue livrer son analyse de la situation économique de la zone UEMOA. La Commission nationale de l'administration a été mise en place officiellement par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce nouvel organe fait partie intégrante d'une série de réformes initiées par le gouvernement pour une administration publique plus moderne et plus efficiente, adaptée aux réalités du moment. Et le gouvernement qui a décidé de se pencher sur la situation des souscripteurs d'agro-business, il est annoncé que le prêt donc a démarré, le prêt de remboursement du capital investi par les souscripteurs. Au Burundi, les pourparlers ont repris, l'opposition est invitée, mais le gouvernement boycotte. Voilà pour le sommet, merci de regarder le journal de RTI 1. Le Fonds monétaire international est satisfait de la situation économique de la zone UEMOA. Une délégation du FMI en visite en Côte d'Ivoire l'a signifié aujourd'hui au président de la République, Alassane Ouattara. L'institution financière internationale projette un taux de croissance moyen de 6% pour la sous-région cette année. La coopération avec la Côte d'Ivoire sera renforcée, nous explique Jérôme Kofi Abolin. La délégation du FMI, Fonds monétaire international, était conduite par Roger Nord, le directeur adjoint du département Afrique de l'institution. Après évaluation, cette délégation est venue rencontrer le président Alassane Ouattara pour lui faire le point quant à l'état de santé économique de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Et c'est à juste titre, car le chef de l'État ivoirien assure la présidence en exercice de cette zone monétaire. Notre analyse de la situation dans la zone UEMOA et que la situation économique demeure bonne, avec une forte croissance, et nous nous en réjouissons. Notre scénario de référence est que les taux de croissance resteront élevés, autour de 6%, voire même un peu plus que 6% en 2017, un niveau aussi atteint ces dernières années pour la zone en moyenne. La Côte d'Ivoire joue un rôle important, je dirais un rôle moteur dans cette croissance qui bénéficie à tout le monde. En même temps, nous avons discuté aussi de la nécessité de maintenir la stabilité dans la zone, et cela requiert bien sûr une poursuite d'un équilibre budgétaire dans tous les pays, non seulement en Côte d'Ivoire bien sûr, mais aussi dans les autres pays. Il y a bien sûr aussi des risques à la baisse, les risques qui proviennent en partie des défis auxquels la zone fait face. Je pense là aux défis sécuritaires par exemple. Aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, à ces échanges, on pouvait noter la présence d'autres membres de l'exécutif ivoirien en charge des questions économiques. Une présence comme pour solliciter une fois de plus le soutien permanent du FMI à la Côte d'Ivoire sur la voie du développement. Le Fonds monétaire nous accompagne depuis plusieurs années, a constaté que le cadre macroéconomique ivoirien a toujours été bien géré, et nous attendons du Fonds cet accompagnement continue, qu'il soit toujours à nos côtés, de telle sorte que si nous avons à faire face à un certain nombre de chocs spécifiques, que le Fonds monétaire soit aux côtés de la Côte d'Ivoire pour nous permettre de passer toutes ces difficultés. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le FMI ont conclu fin 2016 un nouveau programme économique pour la période 2017-2019. Justement, une mission d'évaluation du FMI est attendue à Abidjan à partir du 22 mars prochain pour passer en revue la mise en œuvre de ce programme. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari, dit être porteur des messages du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Il importe aussi le soutien du président du Burkina au gouvernement de Côte d'Ivoire par rapport aux derniers événements liés aux revendications des militaires et des fonctionnaires. L'autre porte aussi l'invitation du président Alassane Ouattara à participer au prochain FESPACO, la Côte d'Ivoire étant bien entendu l'invité d'honneur à ce grand rendez-vous du cinéma africain qui se tiendra donc à Ouagadougou.
La Banque chinoise de développement envisage de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le président de cette banque, en visite à Abidjan, a été reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Banque chinoise de développement compte investir dans divers projets d'investissement, notamment les domaines d'énergie, les routes et l'agriculture. Spécialisée dans le financement d'infrastructures, la Banque de développement de Chine coopère avec plus de 50 pays africains. On reste à la primature où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé officiellement à la mise en place de la Commission nationale de l'administration. Ce nouvel organe fait partie intégrante d'une série de réformes initiées par le gouvernement pour une administration publique plus moderne et plus efficiente, adaptée aux réalités du moment. C'est ce que nous explique Maïsako. À travers la remise de son tout premier kit au Premier ministre ce jeudi dans les locaux de la primature, la Commission nationale de la modernisation de l'administration, en abrégé CNMA, marque le début de ses activités. La mission principale de cet organe consultatif, réfléchir et donner son avis sur les questions de modernisation de l'administration. C'est d'arriver à une administration moderne, c'est-à-dire une administration qui est équitable, qui traite les dossiers des citoyens avec célérité, avec équité et dans la transparence. La cheville ouvrière, c'est le secrétariat qui est composé de 12 membres, issus de 6 départements ministériels et de 5 directeurs généraux, donc des structures qui ont en général en charge la modernisation de notre administration. Certaines pratiques telles que les lourdeurs dans le traitement des actes administratifs, l'absentéisme, le manque de transparence et la corruption ne devraient plus être d'actualité avec la mise en route de la Commission nationale de la modernisation de l'administration. Son rôle consistant à adapter le fonctionnement de l'administration aux attentes des usagers passe par une méthode précise. Convaincu de ce que chaque membre du gouvernement conduit avec succès des actions de réforme dans son département, la Commission nationale vient pour permettre d'agréger toutes ces actions en vue de les harmoniser et les rendre ainsi plus performantes, efficaces et efficientes au service des populations. Maintenant que la CNMA est fonctionnelle, l'administration publique doit avoir une obligation de résultat, selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Oui, le résultat qui passe nécessairement par la qualité de ses prestations vis-à-vis de ses usagers. Pour faire face à ces défis majeurs, il me semble important d'approfondir les chantiers déjà en cours, notamment la dématérialisation des procédures pour l'amélioration de l'accessibilité et de l'efficacité des services publics à travers la promotion de l'e-administration, le renforcement des capacités et des compétences des acteurs de l'administration publique à travers une fonction publique de qualité, la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques. La coopération entre la Commission nationale de la modernisation de l'administration et les différents ministères et structures étatiques devrait aboutir à terme à la concrétisation d'une administration publique au service du développement. Demain, vendredi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va faire sa première sortie depuis sa nomination à la tête du gouvernement Destination Divo, où il va lancer les travaux de réhabilitation de la route PK 109 Gagnoa et la réalisation de la nouvelle route Divo-Yokoboué sur la côtière. Avant l'arrivée du Premier ministre, voyons l'état de la route avec notre reporter Noël Niagno. Guitry, jadis grand centre économique, sous l'ère coloniale avec la présence des comptoirs commerciaux tels celui de la SCOA qui abrite les bureaux de la mairie, Guitry est aujourd'hui un chef-lieu de département sans relief parce que enclavé. Les axes Divo-Guitry, Guitry-Yokoboué sur la côtière sont impraticables en toute saison. Quand il pleut, il n'y a pas d'accès. La route se coupe complètement. Il n'y a pas de liaison. Jusqu'à après 2 à 3 semaines. Bon, quand il pleut là, on ne gagne pas beaucoup de passagers à cause de la route. Les gens ont peur de prendre ticket, ils vont dire que quand il pleut là, la route là, souvent ça coupe. Et pourtant, le département de Guitry, fort de ses 150 000 habitants répartis sur 2461 km², dispose d'un potentiel économique réel. Guitry
connaît un frémissement au niveau économique. Nous avons de vastes plantations de palmiers à huile. Avant les palmiers, déjà, il y a du cacao. Il y en a beaucoup également. Et d'autres activités annexes ou connexes qui vont avec. C'est ici que prend tout le sens la réalisation de cette voie d'Ivo-Yokoboué sur la côtière, pour donner à Guitry les moyens de sa participation pleine et entière à l'économie nationale, le grand bonheur des populations et des opérateurs économiques qui sont d'ailleurs heureux de voir réaliser cette route. Vraiment, ça va nous arranger beaucoup même, beaucoup même. C'est un grand plaisir, c'est une joie. Disons, c'est une joie totale parce que depuis fort longtemps, on attendait ce bitume, on n'en a jamais. Dès ce vendredi, le Premier ministre va donner le coup de pioche marquant le démarrage des travaux. Et les engins sont déjà positionnés. La ville de Divo s'est mise aux couleurs de la cérémonie. Un autre membre du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était dans les locaux de la police nationale aujourd'hui. La raison, superviser la cérémonie de marquage, de destruction et de remise d'armes, une cérémonie organisée par le comité de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, le Comnat ALPC, qui bénéficie de l'appui du gouvernement japonais et du PNUD. On en sait plus avec Herman Givi. Voici comment s'opère le marquage d'une arme à feu. L'arme que voici, comme des centaines d'autres, a été recueillie par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères de petit calibre. Un numéro de série permettra désormais de l'identifier. L'opération de marquage des armes se déroule sous le regard du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une opération qui n'aurait pas été sans l'appui incommensurable des partenaires de la Côte d'Ivoire, le Japon, le PNUD, le système des Nations Unies. Un appui à nouveau réaffirmé. Je voudrais vous réitérer le ferme engagement de mon pays à poursuivre ses appuis aux efforts du gouvernement et la réconciliation nationale en faveur de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, ainsi que dans la sous-région. Une opération qui contribue à renforcer la sécurité en Côte d'Ivoire, des efforts qui méritent d'être encouragés. En 2011 et 2016, c'est environ 12 064 armements qui ont été collectés et 37 475 armes qui ont été marquées et plus de 17 788 armes qui ont été détruites. C'est un travail important qui contribue à la sécurisation du pays. Je voudrais vous inviter à poursuivre vos efforts, car nous devons tout faire pour que seuls ceux qui en sont habilités, donc formés pour, soient détenteurs d'armes à feu. Les armes obsolètes comme ce fusil à canon scié sont détruites sur le champ. Cette cérémonie est l'occasion de permettre aux populations et aux partenaires d'avoir une lisibilité de la destination des armes qu'elles déposent à l'occasion des opérations de collecte. L'engin de guerre pourrait bien finir transformé en outil de production. On en arrive au troisième titre de cette édition. Je l'annonçais donc en début de journal. Le gouvernement a décidé de se pencher sur la situation des souscripteurs d'agro-business. Ce matin, le conseiller technique du ministre chargé de l'économie et des finances a annoncé à la presse le démarrage des remboursements du capital investi par les souscripteurs. Ces derniers sont donc invités à se faire recenser rapidement auprès des agences du Trésor d'Abidjan et de l'intérieur du pays en vue de leur remboursement avant la fin de ce mois. Le témoignage de Francis Boifo. Pour le conseiller technique du ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a été suffisamment clair sur la question du remboursement des sommes investies par les souscripteurs d'agro-business. J'insiste pour dire que les remboursements se feront sur la base du capital investi, dans la mesure évidemment des soldes qui sont disponibles sur les comptes. Mais comment cela se fera concrètement sur le terrain avec les entreprises et les banques? Si les ressources
des promoteurs était insuffisante, que le paiement puisse se faire au prorata de ce qui a été investi par chacun. Donc naturellement, ça devient un pourcentage. Mais comme il s'agit de structures de promoteurs par promoteur, ce pourcentage naturellement va varier en fonction des ressources disponibles et des montants souscrits au niveau de chaque promoteur. L'opération d'identification des souscripteurs court du 20 au 26 février prochain dans les agences du Trésor d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Elle permettra d'avoir une liste fiable et satisfaire les souscripteurs dans la transparence, a ajouté le représentant du ministre chargé de l'économie et des finances. Que ce soit les listes de certains organes, de certaines structures de promoteurs, que ce soit des informations collectées au niveau des banques, que ce soit les listes même qui ont été dressées par les représentants des souscripteurs, différentes informations collectées feront l'objet de confrontations. Environ 36 700 personnes sont concernées par le phénomène d'agrobusiness. Et comment le Trésor public peut-il contribuer à l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020? La question préoccupe en tout cas la direction générale de l'institution qui est réunie en ce moment à Yamoussoukro. Le Trésor public réfléchit à une stratégie pour une gestion de la politique économique, financière et monétaire du gouvernement, du moins au titre de cette année 2017. Explication détaillée avec Léon Pro. Sur un objectif de 1387,9 milliards de francs CFA au titre des ressources sur les marchés des capitaux, le ministère de l'économie et des finances en a mobilisé 1407,2 en 2016. À cet exploit, par exemple, quelle a été la contribution du Trésor public? La réponse, après le bilan exhaustif de l'exercice 2016, mais déjà une certitude, le Trésor public se porte bien à la lumière du rapport général sur l'état de l'institution et l'examen de son plan stratégique de développement entamé par son premier responsable. Seront aussi arrêtées les actions conformes à la lettre d'orientation du Trésor qui place 2017 sous le sceau de l'amélioration et de la disponibilité de l'information. Il s'agira pour chaque service et acteur de veiller à l'exhaustivité et à la fiabilité des données produites et enregistrées, la célérité dans leur production, leur parfaite centralisation, la reddition régulière des comptes, l'amélioration du système d'archivage des données. Ces exercices, parce que l'information se veut un outil incontournable d'aide à la décision et la décision pour le gouvernement, c'est que le Trésor public participe à l'accélération de la transformation de l'économie, tout d'abord en mobilisant sur les 6 500 milliards de francs CFA, budget 2017 de l'État, environ 2500 milliards. Il reviendra au Trésor public de mettre en œuvre les actions visant à réaliser les 5 objectifs spécifiques ci-après. La mobilisation et l'optimisation de ressources pour le financement de l'économie, le soutien à la transformation structurelle de l'économie, la modernisation de l'administration économique et financière, la conduite des réformes économiques, financières et monétaires, l'amélioration de la gouvernance et la promotion de l'éthique. Des actions contenues dans le plan stratégique de développement 2016-2020 du Trésor public adopté en septembre 2016, document remis sur place aux représentants du ministre de l'économie et des finances. Le FODI, Fonds de développement des infrastructures industrielles, a choisi la capitale économique ivoirienne pour organiser sa rencontre. La réflexion porte sur la gestion des redevances d'occupation des terrains industriels. La rencontre est organisée donc par le FODI et a pour but de valider les données et permettre à l'avenir une meilleure collecte de ces redevances. On en sait plus avec notre reporter Justine Seydjiki. Produire à terme un fichier unique de référence des redevables, c'est le but de l'atelier qui réunit tous les acteurs impliqués dans le processus de collecte et de gestion de la redevance d'occupation des terrains industriels. Avant les réformes, plusieurs structures ont géré les zones industrielles. Malheureusement, le regroupement de ces informations, de ces données pour aboutir à une base fiable n'a pas toujours été chose aisée. Toutes les structures de la chaîne qui traitent les redevances industrielles, pour elles, c'est l'occasion justement de confronter leurs données pour dire voilà ce que nous avons, voilà ce que les autres ont, et puis définir une méthodologie pour pouvoir maintenant avoir un fichier centralisé
va être utilisé par tous. Cet outil facilitera la tâche du Fonds de développement des infrastructures industrielles FODI, qui a pour mission la mobilisation des ressources et le règlement des dépenses relatives aux opérations et activités liées aux infrastructures industrielles. Dans le cadre de ces missions, le FODI a permis la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon, l'aménagement d'une nouvelle zone industrielle à Koupé-Zedji sur l'autoroute du Nord au PK24 et la purge des droits coutumiers après une levée de fonds de 50 milliards de francs CFA auprès des banques commerciales en 2015. La campagne Anacad 2017 est lancée depuis ce jeudi. Les producteurs empocheront un prix de 440 francs CFA pour chaque kilogramme de noix de cajou vendu. Le ministère de l'Agriculture et du Développement durable souligne la nécessité d'aller à la transformation du produit. C'est ce que nous dit Adama Koni. Le gouvernement l'a décidé hier, la mesure est en application aujourd'hui. Le marché est ouvert pour la commercialisation de la noix de cajou. Prix minimum Borchamp, 440 francs CFA, soit un gain supplémentaire de 90 francs CFA par rapport à 2016. Et les producteurs peuvent en attendre plus. C'est d'abord une bonne nouvelle. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un prix plancher. Et donc, conformément à la pratique sur le terrain, en 2016, le prix plancher était de 350 francs, mais la moyenne captée par les producteurs était de 520 francs par kilo. Donc nous espérons que cette année, les populations vont donc pouvoir atteindre les 600 francs selon leur capacité de négociation sur le terrain. Pour cette campagne, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural met l'accent sur la qualité. Mais déjà, le gouvernement se donne de la perspective pour mieux tirer profit de la filière Anacard. Tout ce gain de recettes supplémentaires, notre souhait est que les parents puissent s'organiser pour pouvoir l'épargner et utiliser cette épargne pour investir dans les unités de transformation. Parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent que ce soit des tierces personnes qui viennent transformer leurs produits. Il y aura une valeur ajoutée qui fera en sorte que ce qu'ils gagneront, ça dépassera le prix du kilo de la noix brute. Les efforts consentis depuis 2013 dans le cadre de la réforme ont porté fruit. Seulement 2 ans après, en 2015 donc, la Côte d'Ivoire se hissait au premier rang des pays producteurs avec plus de 700 000 tonnes de noix de cajou livrées sur le marché international. On passe maintenant à l'opération Grand Ménage, une opération pour donner un visage reluisant aux villes et communes de Côte d'Ivoire. L'opération démarre le 23 février prochain. C'est une initiative du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. La ministre Anne-Désirée Oloto veut réussir cette opération et pour cela, elle demande l'adhésion de tous. L'appel, semble-t-il, a été déjà entendu par les leaders religieux. Explication détaillée avec Grace Kanto. 64% de la population ivoirienne est composée de croyants musulmans et chrétiens, selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Les leaders religieux étant des moralisateurs et des éveilleurs de conscience, la ministre Anne-Désirée Oloto a décidé d'aller à leur rencontre pour solliciter leur appui dans la lutte contre l'incivisme des populations en matière de salubrité. La cause de la propreté est une cause nationale. Et nous voulons que les religieux s'approprient ce projet-là et qu'ils nous aident à transformer notre pays, qu'ils nous aident à sensibiliser l'Ivoirien, de ne plus jeter les déchets dans la rue, de ne plus jeter les sachets plastiques dans la rue, de ne plus jeter les eaux usées dans la rue. C'est ensemble que nous y arriverons. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Autrement dit, Dieu n'aime pas la saleté. Donc le mot Côte d'Ivoire béni nécessite une Côte d'Ivoire propre. Donc Madame la ministre, avec Dieu, on va sur son programme et la prière est le salut de l'humanité. Ce qu'elle va faire, plus la prière, nous sommes champions au nom de Dieu. Changement de mentalité et de comportement, protection de l'environnement et du cadre de vie, autant de défis que comptent relever les leaders religieux dans leurs différentes mosquées et lieux de culte pour accompagner le gouvernement dans le cadre de l'opération Grand Ménage qui démarre le 23 février prochain. La calligraphie, l'art des belles écritures et la sérigraphie, c'est l'impression sur divers supports avec de l'encre, 2 arts graphiques,
qui ont permis à des jeunes de s'en sortir. Aujourd'hui, ces deux corps de métier exercés avec des méthodes jugées traditionnelles font face à une rude concurrence. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication semblent freiner la calligraphie et la sérigraphie dans leur élan. C'est ce que nous dit Konaté Moussa. Tout commence par la formation des lettres sur du papier. Ensuite, un découpage avec une lame, posé sur du tissu et une application de peinture. Résultat, un message bien écrit. La calligraphie, c'est le métier exercé par ce jeune homme. La calligraphie consiste à écrire sur les murs, les faits, tout et tout, mais aussi sur les banderoles. De la calligraphie, un seul pas suffit pour aboutir à la sérigraphie, un autre art graphique. On fait d'abord une maquette faite à partir de l'ordinateur, faite par un infographe sur du papier calque. Et de là, quand on arrive en atelier, en laboratoire, on verse d'abord, on étale la solution, ce produit que vous voyez là. On appelle ça la solution. On verse ça sur déjà nos tissus de soie. Voilà le résultat final. Ce qui est sur le papier est reporté directement sur le tissu de soie étalé sur le carré de bois. Il est prêt à être imprimé sur les t-shirts. La calligraphie et la sérigraphie, deux domaines artistiques qui emploient des méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, ces corps de métier semblent être rattrapés par le temps. L'impression numérique, comme un affront, a fini par s'imposer. On est à l'aide des technologies, on ne peut pas s'attarder sur les anciens trucs. La calligraphie et la sérigraphie, elles se meurent parce qu'il y a ce qu'on appelle en griffe le grand frère qui apparaît, où tout est brillant. Aujourd'hui, la sérigraphie est victime du numérique, parce que le numérique, c'est une autre étape. C'est la clarté des images, quoi. C'est encore plus net que la sérigraphie. L'impression numérique connaît une expansion considérable en Côte d'Ivoire ces dernières années. On lui reconnaît rapidité et flexibilité, des données informatiques et des machines, là où le calligraphe et le sérigraphe utilisent des outils manuels. Avec le numérique, vraiment, on gagne en temps et en plus en économie encore aussi, en papier, tout et tout. C'est vraiment la révolution du siècle. Au niveau de la créa, quand l'infographe finit, qui nous donne la créa, à nous de faire les transformations, les derniers réglages, il s'agit des couleurs, voilà, l'éclat de l'impression, tout. Et après ça, c'est lancer l'impression. Malgré tout, les impressions numériques et les œuvres calligraphiques et sérigraphiques se disputent les mêmes espaces et supports. À chacun sa préférence. Les peintres calligraphes, eux là, c'est que la peinture, c'est le métier, les devoirs. Quand ils font le dessin, même après, tu peux passer 6 mois avant d'aller passer la visite. Encore plus, tu dois refaire la peinture, sinon c'est là qui doit. La calligraphie, c'est un peu trop de trop. Je pense qu'avec ce qui se passe en numérique là, c'est beaucoup plus joli, très joli à voir. Et ça attire le regard des gens facilement. Vraiment, je pense qu'il faut opter pour cette impression numérique là. Ouais. Le constat est clair, la tendance actuelle est au numérique. Il faut donc s'adapter et les acteurs en ont bien conscience. Il y a un grand marché de numérique en Côte d'Ivoire. C'est aux autres de profiter aussi, parce que nous, on ne peut pas s'installer partout. Il suffit de suivre une petite formation en numérique, vous pouvez vous installer à votre propre compte et gagner votre vie. On se prépare aussi pour avoir aussi le matériel numérique. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a pu avoir un ordinateur, 2 imprimantes, qui nous fait aussi entrer dans la phase numérique. La calligraphie, l'art des belles écritures, la sérigraphie, l'impression sur divers supports avec de l'encre. 2 arts graphiques portés par l'évolution technologique grâce à l'infographie. Des domaines graphiques comme tant d'autres activités, aujourd'hui victimes ou redéfinies par le numérique. On va parler santé maintenant avec ces chiffres qui inquiètent. En Côte d'Ivoire, plus de 30% de la population est hypertendue. C'est alarmant selon la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Pour freiner donc l'avancée de l'hypertension et du diabète, la fondation organise des actions de sensibilisation et de dépistage. Le reportage d'Ami Sissoko. Votre tension est assez élevée et pour ça, il faut instituer un traitement. C'est ici que j'ai découvert, sinon je ne savais pas avant. Je vais respecter ce qu'il m'a dit. L'hypertension artérielle continue de faire des victimes. Elle constitue à ce jour 75% des consultations de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, selon le ministère de la Santé. La prévalence de cette maladie est estimée à 33,4% en Côte d'Ivoire. Fort de ce constat, la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan entreprend des journées d'information sur le mode de prévention, de détection et du traitement de l'hypertension et du diabète. Première étape, Assini Mafia.
Selon les chiffres avancés par l'OMS, plus de 30% des décès, des cas de décès sont dus à des maladies cardiovasculaires. Ces chiffres sont très alarmants. On a jugé vraiment opportun et nécessaire de faire la sensibilisation auprès des populations. Bon, ce matin, pour déjà le temps qu'on a pu passer, on a environ une centaine de patients déjà dépistés. Et sur ces 100 patients reçus, nous avons pu dépister environ 40% déjà de personnes hypertendues. Pour une petite population d'Assini, déjà être à 40% de patients hypertendus, c'est quand même beaucoup. L'hypertension artérielle constitue le principal facteur de risque des maladies cardiovasculaires, au dit des cardiologues. Les facteurs de risque sont l'hérédité, la vieillesse, l'alimentation trop salée ou grasse et l'obésité, entre autres. Toutefois, il y a des signes qui permettent de reconnaître l'hypertension. Les signes de l'hypertension artérielle sont les maux de tête, les vertiges, les sensations de flou visuel. On a l'impression qu'il y a des mouches qui volent sur nos yeux. Et ces trois signes, essentiellement, peuvent nous faire penser que nous avons une tension artérielle qui est élevée. Nombreux sont les hypertendus qui découvrent tardivement leur maladie, une maladie aux multiples complications. L'hypertension peut détruire le cœur à long terme. Et hors de la Côte d'Ivoire, un nouveau round de discussion pour une sortie de crise au Burundi, censé se pencher pour la première fois sur les questions de fond, commence aujourd'hui dans le nord de la Tanzanie, mais dans des conditions difficiles. Le gouvernement du Burundi dénonce notamment la participation d'opposants qui sont recherchés par la justice burundaise et la présence d'un représentant de l'ONU qui l'a récusé. Le gouvernement donc annonce sa décision de boycotter cette session. Ce journal est terminé, mais ne décrochez surtout pas l'entretien avec la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Kandia Kamara Kamisoko, sur le réaménagement du calendrier scolaire vous sera proposé à 20h50 sur RTI1. Je vous retrouve avec plaisir demain à la même heure, 20h.